Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit un peu plus de 23 ouvrages en 25 ans. Et je vais commencer par une question un peu à la Zemmour pour stimuler votre dynamisme. Des frères, voire des sœurs fraternelles disent « Ah, pas fait ce lit !» Ça fait 30 ans qu'il écrit le même ouvrage. Écoute, c'est pas faux, forcément. Hein. C'est des grands esprits, je sais pas moi, Heidegger qui m'a beaucoup inspiré, ou une grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt, disait on a une idée dans sa vie. Moi j'ai une idée, en effet, autour de laquelle je tourne. Et d'une certaine manière, mes livres, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu comme des vagues qui vont éroder une falaise, qui recule, et en même temps, au bout d'un moment, cette falaise s'écroule. Voilà. On commence par le dernier mot-clé, épinoïa. Alors, vous expliquez que chemin de pensée se faisant tout en marchant. Ma question, comment distinguer, en cheminant, l'essentiel du simplement accidentel ? Dans la détresse théorique dans laquelle on est actuellement, on s'intéresse toujours à ce qui est secondaire. Hein, le clapotis des causes secondes, disait le poète. Moi, ma prétention, mon ambition, je dis bien prétention, ambition, c'est d'essayer de gratter. Je suis un fils de mineur, mon papa était mineur, donc je suis en effet professeur à la Sorbonne depuis fort longtemps, mais mon travail a été de creuser les mines, en quelque sorte, c'est-à-dire de voir ce qui est le substrat, le sous-sol de toute vie. Voilà, donc c'est ce qui me paraît être essentiel. Alors, c'est cela que j'appelle épinoïa. Bon, ça, c'est des coquetteries d'auteur, hein. Pour uniquement prendre le contre-pied de ce qui est, de mon point de vue, l'attitude dominante, c'est-à-dire la paranoïa. Hein, paranoïa, c'est dans le fond ce qui est vertical, hein, c'est-à-dire ce qui vient du haut. Baudelaire disait Dieu le plus grand des paranoïaques, hein, c'est-à-dire, et d'une certaine manière, les intellectuels sont des paranoïaques parce qu'ils pensent par en haut. Deuxième mot-clé, juvenoïa. Alors, est-ce que la valeur gloire au travail prônée par les compagnons maçonniques, est-ce qu'elle est en train de s'effacer devant le jeunisme dionysiaque ? Et là, juvenoïa, c'est pour montrer d'une certaine manière que ce sont les valeurs juvéniles actuellement qui représentent ce que j'appelle, moi, la société officieuse contre la société officielle, hein, c'est-à-dire celle des vieux schnocks dont je suis, à bien des égards, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Et donc, je pense qu'il est important de voir cette attitude juvenoïaque, c'est-à-dire, dans le fond, du vitalisme juvénile. Et alors, ce vitalisme, dans le fond, et je vais peut-être choquer, mais il ne se reconnaît plus dans la valeur travail. Et de mon point de vue, la valeur travail, qui, je le rappelle, est aussi une expression marxiste, hein, puisque c'est dans le Capital que Marx le propose, et qui est aussi une belle idée maçonnique, le travail. Moi, je pense que c'est fini. Hein, il y a des choses qui se saturent, et que de ce point de vue, il faut être attentif à cette juvenoïa, c'est-à-dire mettre l'accent sur la création plus que sur le travail. Et cette créativité qui me paraît importante. Oxymore. C'est dans votre ouvrage une critique du en même temps, être ceci et cela. Pourtant, vous utilisez assez souvent, et vous le reprenez assez souvent, le terme le dynamique enracinement. Est-ce que vous n'êtes pas dans une certaine ambiguïté par rapport à votre critique ? L'oxymore, c'est quoi ? C'est l'obscure clarté qui tombe des étoiles, c'est-à-dire le choc de choses que l'on avait séparées. Alors, non, je montre que l'oxymore, et je l'utilise fréquemment, moi, hein, l'enracinement dynamique en est une expression, et puis régulièrement dans mon travail, je mets l'accent sur ces oxymores. La critique que je fais, c'est que dans la postface, qui n'est pas de moi, qui est de Hélène Stroll, hein, et qui montre en quelque sorte comment le président Macron utilise le en même temps. Mais pour moi, c'est un fake. Hein, je suis confus de le dire, mais Macron, d'une certaine manière, est un simulacre. Hein, c'est-à-dire, il fait la théatrocratie. Donc, il récupère l'idée d'oxymore en même temps, mais dans le fond, il souille cette belle idée. Pour moi, la figure rhétorique de la postmodernité, c'est en effet l'oxymore. Tradition. Verrocchio avait peint pour Laurent de Médicis un étendard, le temps revient. Question d'actualité, puisque vous êtes un sociologue, est-ce que la transparence
concept étendard d'Internet, serait l'époque d'une renaissance en 2018. Oui, moi je pense que, bon, tout simplement, c'est ce que j'appelle postmodernité. Une époque s'achève. Hein. En grec, le mot époque, ça veut dire parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse se ferme. Et est en train de se fermer l'époque moderne. Et en même temps, vous voyez, moi, je considère que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et donc il y a des formes de renaissance, chaque 3 siècles à peu près, il y a de la renaissance. Et de mon point de vue, il y a actuellement une renaissance, même si justement ce qui était la grande philosophie des Lumières, de mon point de vue, est en train de cesser, les Lumières sont clignotantes. Et donc de ce point de vue, je sais que ma position est critiquable, et elle est critiquée, et puis c'est très bien après tout, hein, c'est ça la disputation, mais en même temps j'essaie de montrer que il n'y a plus simplement la raison, il y a une raison que j'appelle sensible. Là encore un oxymore, hein, c'est-à-dire bien sûr cette capacité de penser et en même temps d'être attentif au sens. Voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. Initiation. Si l'éducation veut faire apprendre, alors que l'initiation incite à apprendre à désapprendre. Que dire de la maîtrise technologique nécessaire à notre époque? Bon, disons que c'est l'éternel problème de toute espèce animale, la transmission. Hein, comment je vais intégrer de l'énergie juvénile sans trop la châtrer. Bien. Et ce qui a été la belle transmission, Jean-Jacques Rousseau en est une belle illustration dans les 1000, c'est l'éducation. Éducar et je tire. Hein, le petit enfant qui est un animal vers l'humanité, qui est un barbare vers la civilité. Ça a marché, à mon avis, l'éducation ne marche plus. Et il y a, et là dans le trésor caché maçonnique, quelque chose qui est important, qui est l'autre forme de la transmission, qui est l'initiation. L'initiation ne postule pas qu'il n'y ait rien, mais qui fait ressortir le trésor qui est là. Voilà mon hypothèse. Et à bien des égards, les francs-maçons ne savent pas qu'ils ont là un trésor qui est en phase avec l'esprit du temps, qui est en phase avec les jeunes générations qui ne se reconnaissent plus dans l'éducation et en même temps ont une appétence, sans forcément le dire, pour l'initiation. Parlons du sacral, que vous qualifiez d'appétence pour le mystère. Quels sont aujourd'hui les indicateurs sociétaux qui différencient les besoins matériels des désirs spirituels? Bon, moi je considère que ce qui a été la grande marque, dans le sens fort du terme, hein, la marque de la modernité, c'est ce devenir matérialiste du monde, en quelque sorte. C'est le triomphe de l'économie sous ses diverses modulations, et ce, dans sa forme socialiste comme dans sa forme capitaliste. Hein. Pour moi, il y a un bourgeoisisme qui a marqué le 19e siècle. Bien. Et qu'actuellement revient, je dis appétence, l'appétit pour les formes spirituelles, le retour du culturel, ne plus perdre sa vie à la gagner. Le plan d'épargne logement n'est plus un idéal de vie, voilà mon hypothèse. Et qu'on voit d'une manière subreptice, je dis bien, hein, ce désir alors de la religiosité qui peut prendre des formes perverses, le djihadisme en est une expression, ou qui peut prendre au contraire des formes beaucoup plus ritualisées. Et là encore, je maintiens, le trésor cassé maçonnique peut être une manière d'homéopathiser le sacré, pour qu'il ne devienne pas pervers. Voilà. Les vecteurs du jeu qui nous conduisent au nous. En franc-maçonnerie, on parle de reliance, et vous parlez d'affrèrement. Ma question, comment l'égrégore maçonnique permet-il de passer de l'humanisme au transhumanisme? Alors, tout d'abord, oui, moi le mot fraternité devient un mot un peu usé, hein, comme une monnaie qu'on s'en est servi et il ne signifie plus grand-chose. Donc je reprends le vieux mot du patois de chez moi, affrero. Hein, l'affrèrement, fratellamento en italien, c'est-à-dire montrer qu'il y a de la fraternité dans l'air, dans l'esprit du temps. Et c'est ce qui me fait dire, j'avais écrit il y a longtemps un livre qui s'appelait Le temps des tribus, un peu pour choquer, hein, pour montrer que d'une certaine manière c'était la communauté qui prévalait et non pas le jeu, pas l'individualisme. On reste sur un individualisme alors que de fait, ces jeunes générations sont tout à fait en communauté. Là encore, quelque chose qui existe, je pense, dans l'égrégore maçonnique et qu'on ne sait pas bien monnayer d'une certaine manière. On reste sur cet individualisme alors qu'à bien des égards, c'est un idéal communautaire qui est en gestation. Et c'est cet idéal communautaire qu'il faut accompagner. Et il se trouve, pour reprendre la fin de votre question, il se trouve que cet affrèrement trouve l'aide du développement technologique. Très simplement. Les réseaux, les blogs, les forums de discussion, toute chose qui fait que d'une certaine manière, la technique qui avait désenchanté le monde est en train de le réenchanter. Et moi je suis attentif à ce développement technologique. Ma seule définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est-à-dire démultiplication des effets, archaïque, ce qui est
arché, ce qui est fondamental, ce qui est premier, et Internet, les tribus et Internet, le nous et Internet, c'est ça l'idéal communautaire. Eh bien, merci beaucoup. Voilà.